Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Bon matin, chers amis. Le monde à l'envers vous salue toujours de Cuba. Je voyage dans l'auto qui appartenait jusqu'à récemment au leader cubain Fidel Castro. Restez avec nous, ça sera très intéressant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes encore sur l'île incroyable de Cuba. Et le premier arrêt est à La Havane, la ville où les anciens palais coloniaux sont transformés en appartements communaux. Est-ce votre chambre à coucher? Ma mère dort à part, et nous les trois dans un seul lit. La vie sans conduit d'eau dans un chaud pays tropical. Comment le peuple résolut-il ce problème? Maintenant, tout le monde essaie de prendre le plus d'eau possible et de remplir les grands réservoirs qu'on en trouve dans chaque immeuble. Mais moi, pour touriste, où vivre à Cuba si un hôtel moins cher que $100 est introuvable? Quel endroit magnifique! Merci beaucoup. La nouvelle révolution cubaine, la naissance du secteur privé. On déjeune dans un restaurant familial pour les Cubains riches. Je vous jure que je n'ai jamais vu un tel hamburger nulle part. Une histoire super exclusive dans le monde à l'envers. On voyage dans une Cheika privée de Fidel Castro, un cadeau de Brejnev. En vrai dire, j'ai du mal à croire que je suis sur cette place où Fidel Castro, le fond d'Arsenal, le héros de l'Union soviétique et le président de Cuba, résolvaient les problèmes nationaux. On continue de dévoiler les secrets du leader cubain. On parle en secret d'un roman entre Fidel et Allah. Et ensuite, on assistera au mariage qui est douce amère même pour les autres. Ces tasses en plastique contiennent une soi-disant salade froide. Ce sont les macarons avec un morceau de fromage mélangé avec de la mayonnaise. Vous n'avez jamais vu rien de pareil. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. La Havane. L'une des plus belles, atmosphériques et originales villes de l'Amérique latine. Les Havaïens disent que la Cuba entière, c'est sa capitale et le reste du pays n'est qu'un beau paysage. La Havane est un pays dans un pays, en effet. La vie ici est tranquille et lente. Les Cadillacs et Chevrolet rétro des années 50 passent lentement le long des routes au rythme des musiciens de rue. Dans les rues, gens jouent au domino, bavardent sur les bancs, fument des cigares ou réparent leurs voitures qui sont constamment en panne. La capitale de Cuba, de 2 millions, est une des peu nombreuses dans le monde sans agitation habituelle de la métropole. La paresse havanaise est légendaire. Par exemple, s'ils doivent remettre quelque chose aux voisins, ils ne veulent même pas descendre du deuxième étage. Ils le montent dans un sac avec une corde. Ils aiment s'asseoir, contempler et observer, ou bien danser. Et le soir, quand la chaleur diminue, ils sortent au Malecón, une esplanade que certains appellent le plus long banc du monde. Là, ils parlent, rencontrent de nouvelles personnes et regardent les couchers de soleil magnifiques à couper le souffle, regardent la mer et rêvent encore d'une autre vie, belle, riche et bien nourrie, qui est à portée de main. Les États-Unis de l'Amérique sont à 150 km d'ici. La distance sépare les deux mondes complètement différents, les deux planètes différentes. Les millions de Cubains rêvent de quitter l'île de liberté pour toujours et partir vivre au pays libre comme dans les films américains. Pour cela, ils prennent des risques et font des voyages dangereux avec leur famille, sur des vieux bateaux, sur des flotteurs et même sur des pneus. Des centaines de personnes sont déjà mortes. Mais le fait est qu'il y a une loi d'exception concernant les Cubains aux États-Unis, la loi dite pied sec. Si un citoyen cubain a déjà mis les 2 pieds sur le sol américain, il n'est pas considéré comme un immigrant illégal et peut profiter de tous les avantages de vivre aux États-Unis. Cette année, la Havane fête ses 500 ans. La ville a beaucoup vu. Les navires avec les richesses pilées sur tout le continent partirent de ce port. Non loin de là, les fameux pirates des Caraïbes les rencontrèrent. Les Espagnols, les Africains, les Anglais et les Américains ont laissé leurs traces dans la ville. Ça se voit facilement dans l'architecture de la vieille ville. C'est là où on se dirige actuellement dans un véhicule si inhabituel que l'on ne peut trouver que dans la capitale cubaine. Spécialement pour les touristes, les Havanais ont inventé un autre moyen de transport intéressant. Il est appelé Coco Taxi. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne. C'est une sorte de tuk-tuk indien, un motocario. Et il a eu un tel nom parce qu'il ressemble à une noix de coco. Bonjour, combien ça coûte d'aller au centre-ville? 7 cux. On y va. J'ai une conductrice. J'ai de la chance. Super.
Le Coco Taxi est un scooter avec un toit rond. Il y a une place pour un chauffeur et pour 2 passagers. Seulement, la construction ressemble plus à un jaune d'œuf qu'à une noix de coco. Mais de toute façon, le nom correspond. Coco Taxi ou bien Coco. Les Cubains le savent mieux. Vous savez, je vais l'avouer, au début, j'ai eu d'autres pensées quand on m'a approché dans la rue et on m'a dit « Seigneur, coca, coca, coca ». J'étais sûr qu'on me proposait de la cocaïne. Et plus tard, j'ai compris que c'était un taxi. Eh bien, bien sûr que c'était un taxi. Un cyclomoteur au toit arrondi se déplace à une vitesse de 40 à 50 km/h au maximum. Mais on dirait que tu vas très vite. L'absence du pare-brise ajoute à l'effet. Le vent souffle en plein visage. Vos vêtements amassent toute la poussière de la ville. Tout tremble, bien sûr. Mais il y a le côté positif que ce n'est pas chaud. La Havane est divisée en 2 villes, ancienne et nouvelle. La nouvelle est née après la révolution de 1959. Et l'ancienne a été construite à l'époque par les Espagnols. Cette ville prospérait pendant longtemps. Les riches colonisateurs et les marchands de sucre ont construit de luxueux palais, villas et manoirs à la Havane. Des centaines de bâtiments qui ont été construits à partir du VIe siècle restent encore ici. La Havane est une des villes les plus cinématographiques sur la planète. Anciens palais qui se sont transformés en immeubles d'appartements ordinaires avec de vieilles voitures créent simplement une atmosphère unique dans la ville. Mais quand vous admirez l'architecture, faites attention à ce qui est au-dessus de votre tête, parce que vous pouvez voir vous-même l'état des balcons, et ils tombent souvent. Il faut faire attention. C'est une maison typique dans la vieille ville de la Havane. Très vieille porte en bois sculpté. Les tuiles de l'époque où toutes ces maisons étaient des palais. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'on ne couvre jamais les fils et les compteurs d'énergie. Cet ancien manoir colonial, comme beaucoup d'autres, a perdu depuis longtemps sa splendeur. Le hall d'entrée semble avoir été bombardé. Les murs sont délabrés. La peinture a disparu depuis longtemps. Il fait humide partout. La vieille Havane est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais néanmoins, 7% des maisons sont officiellement déclarées dans un état critique et dangereux. C'est facile à expliquer. Le climat est très humide. Il y a la mer à côté que les matériaux de construction supportent à peine. Les bâtiments moisissent et tombent en morceaux. Après la Révolution, toutes les propriétés appartenant aux étrangers ont été nationalisées. Les palais et les villas abritent maintenant des gens ordinaires. Mais il n'y a jamais d'argent du gouvernement cubain pour l'entretien de ces trésors architecturaux. La plupart des anciens palais de colonisateurs et des marchands de sucre aujourd'hui se sont transformés en appartements communaux. Il y a de 10 à 15 chambres et une seule salle de bain sur un étage. Beaucoup de choses rappellent la splendeur du passé ici. Les moulures restent sur le plafond où était le lustre. Regardez, il y a des rampes et des escaliers en marbre. Beaucoup de Havanais affirment qu'il est vraiment dangereux d'errer dans ces maisons, parce qu'on pourrait être frappé par une poutre, une brique tombant du plafond, des vieilles rampes. Mais le plus gros problème dans la majorité des maisons havanaises et cubaines est l'eau. Les Cubains obtiennent des œufs, du pain, du sucre et du riz dans les magasins spéciaux avec des cartes. Mais de nombreuses villes éprouvent encore des problèmes avec l'essentiel, l'eau potable. On le donne aux gens gratuitement. Il est livré par ces autos. Il n'y a pas assez d'eau pour l'île en raison des sécheresses fréquentes. Les réservoirs s'assèchent et l'eau du robinet disparaît. Mais dans de nombreuses régions de Cuba, il n'y a pas d'approvisionnement public en eau en principe. La vieille Havane n'est pas une exception. C'est pourquoi, après avoir vu une citerne tant attendue, les gens attrapent les seaux. Actuellement, tout le monde essaie de prendre autant d'eau que possible et de remplir de grands réservoirs sur le toit de chaque maison. Messieurs et vos autorités, je suis sûr que vous avez demandé à fournir que l'eau potable à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'ils promettent? Ils promettent toujours quelque chose, mais l'eau nous manque toujours. Le goût pourrait être meilleur.
Ils y ajoutent du chlore pour éviter les empoisonnements. On peut sentir le chlore, beaucoup de chlore. En fait, ici, sur Cuba, le climat est tropical. Il fait toujours chaud. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies exotiques ici. Et il est d'une importance vitale d'ajouter des produits chimiques à l'eau. Mademoiselle, dites-moi, utilisez-vous cette eau pour cuisiner ou pour la lessive, pour la douche? C'est pour tout ça. C'est pourquoi j'ai besoin de remplir 12 grands tonneaux. Si on regarde la Havane d'en haut, on voit les tonneaux noirs en premier. Beaucoup de tonneaux noirs, remplis d'eau que les gens utilisent pour se baigner, faire la vaisselle et boire. Je vais t'aider à porter le seau. D'accord? Imaginez, il y a 12 tonneaux sur le toit de cette dame, à 24 seaux chacun. Il suffit de compter combien de fois elle a besoin de monter et descendre afin de remplir ses citernes et de s'approvisionner en eau. Le soir, l'eau sur le toit devient chaude. On garde quelques réservoirs dans la maison pour toujours avoir une réserve d'eau froide. En général, ils sont dans la cuisine. On n'y pense même pas. On ouvre le robinet et ça coule. Ici, on doit porter l'eau dans des seaux. C'est très dur. Mademoiselle, quel est votre nom? Liliana. Liliana, je suis Dmitro. Liliana est pressée. Il n'y a pas assez d'eau dans l'auto pour tout le monde. Plus vite vous portez, plus vous stockez. Plus vous vous attardez, plus l'eau ira à vos voisins. Et quand la prochaine citerne arrivera, personne ne sait. Tu vois, nous traînons avec le seau jusqu'à midi ici. Dites aux gens de votre pays que les Cubains meurent sans eau. Enfin, mes amis, c'est un aspect de la vie cubaine que personne ne vous montrera ou ne vous parlera jamais dans une agence de tourisme. C'est la vraie vie, malheureusement encore présente ici, sur l'île de la Liberté. Mais les touristes l'ignorent et probablement ne doivent même pas le savoir. Le gouvernement cubain tente de présenter l'île différemment. Ils disent « Nous avons le communisme, le socialisme, et tout va bien. Il n'y a pas de problème. » Mais comme on peut voir, les problèmes existent. Buenos días, señora. Salut, comment ça va? Ça va, et vous? Ça va? Bien. Dites, s'il n'y avait pas de problème avec eau, tout serait bien, bien, bien? Exact. Qu'est-ce que vous préparez? Une soupe. J'en ferai plus tant qu'il y a de l'eau. Juste maintenant, nous sommes dans une cuisine communale typique. L'expression « pauvre mais propre » n'y est pour rien. Murs recouverts d'essuie, c'est sale partout et les conditions insalubres. Il n'est pas agréable d'être ici pour les moins, mais les résidents s'y sont habitués. Pendant qu'on est là, on a une occasion unique de voir l'une des maisons cubaines typiques qui a le problème typique cubain avec l'approvisionnement en eau aujourd'hui. C'est votre chambre à coucher? Oui. Qui habite ici? Moi et mon mari. Avez-vous les enfants? Une fille, elle a 11 ans. Alors, vous, votre mari et votre fille de 11 ans, vous dormez dans la même chambre? Et ma mère aussi. On est 4. 2 personnes sur chaque lit. Ma mère dort à part. Et nous 3 sur le même lit. Et c'est votre installation sanitaire. Je ne demande même pas à propos de l'eau. Tu viens de l'apporter toi-même. Dans ce petit appartement communal, à moitié ruiné, vivent plusieurs familles. Toutes les pièces sont pareilles. Des vieux meubles, les vieilleries, le désordre. Difficile de distinguer une pièce d'un KGB ou d'une remise à première vue. Leurs conditions de vie ne sont pas à envier, mais les réparations sont hors de question. Avec le salaire de $20 par mois, c'est impossible. Avez-vous le paiement de loyer résidentiel? Oui, nous payons pour l'eau, pour le gaz, pour tous les appareils électroniques, pour un mélangeur, pour une friteuse. Attendez, je n'arrive pas à comprendre. Payez-vous séparément une friteuse, un réfrigérateur, un micro-ondes pour chaque appareil ménager? Tous les appareils ménagers nous ont été donnés par l'État et nous les payons progressivement. À tempérament. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez trouver presque tout dans le magasin. Combien coûte un micro-ondes, par exemple? 100-130 cubes à peu près. Et le réfrigérateur, plus d'une 1000. Et le salaire mensuel est de 20-30 cubes. Vraiment, très peu peuvent se permettre un tel luxe. Je ne connais personne qui le pourrait.
En tant que la représentante de l'ancienne génération, que pouvez-vous dire sur les changements sur l'île de la Liberté? Cuba s'améliore-t-elle chaque année? Ou au contraire, comme le disent souvent les retraités, non, la vie était meilleure à l'époque, actuellement ce n'est pas bon. La vie est bonne à l'époque soviétique. Après, on a eu un blocus. Maintenant, on survit tout simplement. Mais il y a des rumeurs que bientôt nous serons de nouveau les amis avec les États-Unis. Malgré la pauvreté terrifiante dans laquelle vit la majorité des Cubains, la vie est devenue plus facile pour beaucoup d'entre eux. L'ère moderne a créé les échappatoires leur permettant de gagner. Après la dissolution de l'Union soviétique, Cuba a fait face à une situation critique sans exagérer. Les gens n'avaient vraiment rien à manger et Fidel a été forcé d'ouvrir les pays aux touristes. Alors les autres problèmes sont apparus. Il fallait loger les étrangers quelque part. Il n'y avait pas assez d'hôtels et ceux disponibles avaient un coût excessif. C'est alors qu'on a autorisé aux Cubains à louer leurs maisons et leurs chambres. Aujourd'hui, la majorité des voyageurs routards, des gens qui économisent et ne dépensent pas plus que nécessaire, vivent dans la casas, dans les locaux privés. En même temps, c'est beaucoup mieux que de vivre dans un hôtel parce que vous ne passez pas seulement une nuit, mais vivez la vie de Cuba de l'intérieur. C'est notre maison. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dmitro, et vous? Je m'appelle Georgia. Entrez, s'il vous plaît. C'est beau chez vous. Oh, merci beaucoup. Le propriétaire de la maison, Georgia, une Cubaine d'origine, a enseigné la langue russe à l'Université de Santiago de Cuba pendant 20 ans. En voyageant à Cuba, j'ai remarqué qu'on devrait faire attention à parler russe dans la rue, parce que beaucoup de gens le comprennent. Bien sûr, oui, c'est vrai, parce que beaucoup de gens parlaient russe. C'était à la radio, dans les écoles. Jusqu'à quelle année tous les Cubains ont appris le russe? Jusqu'à l'an 1990. Et à partir de quelle année? À partir de 1972-13, tous les Cubains, c'est-à-dire au moins 2 générations, parlent russe pour sûr. Et beaucoup de gens le comprennent. Dans la rue. On est de Kiev. Vous êtes allé à Kiev? J'y étais. C'est une très belle ville. C'est vrai? J'y étais 2 fois. J'ai beaucoup d'amis. J'ai été à Kiev, à Donetsk, à Lugansk. Et à Lviv? Oui, bien sûr. On y était 2 fois. Que souvenez-vous de l'Ukraine? J'ai adoré à quel point les tempéraments sont différents. La culture. Il y a très belles fleurs à Kiev. Les Ukrainiens sont très chauds. J'aime bien ça. De quoi souvenez-vous en particulier à Kiev, l'endroit préféré? J'habitais près de la gare à Kiev. C'est une belle ville. Souvenez-vous des Kreshchatik? Oui, très beau. Avez-vous goûté quelque chose de bon? Le borsch, le pilav, le magnifique pilav, le meilleur pilav. Connaissez-vous quelque chose en ukrainien? Laskavo prosimo, bienvenue. Laskavo prosimo. En travaillant en université en tant que professeur, Georgia vivait de salaire en salaire dans le pire sens du terme. Il n'y avait pas assez d'argent pour quoi que ce soit. Elle a pu se sentir à l'aise seulement dans les années 80, quand le tourisme est entré dans le pays et sa vie. La femme a eu de la chance. Sa maison dans la partie centrale de la ville était populaire parmi les étrangers. Écoutez, ici, c'est comme un hôtel de 4 étoiles. Oui. On a le réfrigérateur et les toilettes, l'eau chaude. Une sorte de minibar. La bière, l'eau pour vos hôtes. Le lit est très mou, bon, avec un bon matelas. Le matelas est bon, tout neuf. Les filles auraient aimé cette chambre parce qu'elles auraient pu se faire belles ici. C'est un grand miroir. Ce sont de très vieux meubles. Des antiquités vintage. Comme je comprends, vous louez les chambres légalement. Je dois les enregistrer avec leur passeport et transmettre cette information à l'agence de l'immigration. La propriétaire a choisi 3 chambres aux touristes. Elle les loue au tarif moyen de $30 la nuit selon la saison. C'est une zone importante pour les Cubains et un excellent choix de logement à petit budget pour les étrangers. Où avez-vous pris tous ces meubles? De ma grand-mère, mon grand-père. Alors, la maison, vous avez de votre grand-mère et votre grand-père? Oui. Mon père et ma mère vivaient ici.
En louant une chambre pour une journée, Georgia gagnera plus que de nombreux Cubains gagnent chaque mois. Et pendant la haute saison sur l'île de la Liberté, elle gagne 90 $ par jour ou 2700 $ par mois sur ces 3 chambres, légalement. Donc, selon les normes cubaines, elle peut se faire appeler presque millionnaire sans hésitation. Je crois que le climatiseur est soviétique. C'est ça, soviétique. Un BK 1500. Il fonctionne? Oui. Quel bruit, mais il souffle l'air froid. Il est caractéristique pour Cuba de ne pas avoir de fenêtres que de volets en bois, n'est-ce pas? Parce qu'il fait très chaud à Cuba et c'est un peu dur avec le verre. On dirait une serre. Oui, oui. La température diurne est rarement inférieure à 30 degrés Celsius. C'est pourquoi les toits des maisons ne sont pas vides ici. Les gens les transforment en terrasses ouvertes. Grâce au vent, c'est toujours frais. Et les vues sont spectaculaires. Super! Vous savez, vous pouvez aussi accrocher des hamacs ici et accueillir 50 touristes de plus. Oui, oui. Il convient non seulement pour manger et dormir, mais aussi pour danser la salsa et la rumba. De toute façon, vivre dans des casas est à la fois moins cher et plus agréable que dans les hôtels. Georgia essaie d'offrir non seulement des chambres, mais l'ensemble des services à ses hôtes. Elle est toujours heureuse de consulter, de conseiller, de trouver un guide et de faire toute demande culinaire. C'est un endroit où l'on peut plonger dans la vraie vie cubaine. La réalité cubaine. Il n'y a rien d'authentique dans les hôtels. Dans les maisons, vous pouvez apprendre à connaître nos traditions, notre culture. Et surtout, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Puisque combien coûte un hôtel? 100 cooks, c'est plus. Et plus. Et les casas coûtent à partir de 25 jusqu'à 50, pas plus. Pas plus. Enfin, nous devrions avertir les touristes mâles qui vont à Cuba à la recherche d'aventures amoureuses. Dans de telles maisons, on vit avec les propriétaires qui interdisent strictement d'amener des femmes de plaisir. Ces les maisons et les salles louées illégalement sont disponibles pour les rencontres privées. Et trop souvent, on doit payer 25 $ non pas pour une journée, mais pour une heure, parce que les propriétaires prennent des risques. Récemment, la police et le KGB ont décidé de s'attaquer à la prostitution. Cuba change et c'est évident. Aujourd'hui, dans toutes les nouvelles du monde, on dit que Cuba et les États-Unis seront amis de nouveau. Oui. Êtes-vous contente? Bien sûr. Je pense que tous les Cubains sont contents. La vie sera meilleure, je pense. J'espère. Malheureusement, la grande partie n'a pas de maison dans le centre-ville. C'est pourquoi, afin de survivre au milieu de l'ordre strict et injuste sur l'île de la Liberté, beaucoup de gens volent. Il y a même un terme pour eux, chapardeurs. Ceux qui travaillent dans des endroits où on peut sortir quelque chose en cachette. Par exemple, les employés des usines de cigares réussissent à sortir un cigare par jour. Et ils le font, comment dire plus délicatement, les transportant dans les endroits les plus surprenants. Les gens volent dans les fabriques et les usines drainent l'essence des voitures d'État. Mais il y a des changements pour le mieux. Malgré le système des cartes et la pauvreté écrasante, on ne devrait pas penser que tout Cuba meurt de faim. Dans ces conditions, les gens sont obligés de se débrouiller, de trouver un moyen et de s'adapter. Ceux qui ont un jardin vendent des légumes. Heureusement, c'est devenu légal récemment. Comme les cafés privés, ceux qui ont une voiture font un taxi. Ceux qui ont un appartement dans le centre-ville le louent sûrement. En ce moment, on est dans le quartier pauvre le plus ordinaire à 20 km de La Havane. Allons voir le restaurant local. Les touristes ne viennent pas d'ici. Cet endroit est fait pour les Cubains. On peut voir le menu. Tous les prix sont en pesos ici, pas en monnaie convertible. Cela prouve aussi que le restaurant est cubain. Vérifions les plats les plus chers. Voilà, par exemple, un grand hamburger pour 50 pesos, ça fait 2 cooks. C'est à peu près de 2 $. C'est très cher si votre salaire mensuel est de 20 $. Néanmoins, les gens viennent et commandent. Mademoiselle, c'est bon? Jico? Et combien ça coûte? 6 pesos. C'est 25 cents. Bonjour les filles. Bonjour. Pouvez-vous me faire délicieux cocktail, celle que c'est d'emprunt? Bien sûr. Je vois des ananas et des goyaves. Qu'y a-t-il d'autre? Fruta bomba.
Le fait est très intéressant, mes amis. Fruta bomba est un fruit que nous appelons papaye. Mais le mot papaye est considéré comme un descente ici, sur Cuba, puisque ça signifie... Je ne le dirai pas. Mieux vaut ne pas le dire à voix haute. Alors la papaye, l'ananas et la goyave. Très savoureux, pas cher, et vous ne pouvez pas l'acheter dans un restaurant pour les touristes. Certainement pas pour ce prix, parce que dans le restaurant touristique, le jus frais coûte près de 2 $. Ici, vous pouvez acheter le cocktail entier pour quelques cents. En 2010, le président cubain Raúl Castro a commencé les réformes et a annoncé que le Parti communiste au pouvoir soutiendra désormais les petites entreprises privées. C'est ainsi que les Cubains ont eu l'occasion de gagner de l'argent sans enfreindre la loi. Le propriétaire de ce restaurant s'est profité de cette occasion offerte par les autorités. Buenas tardes. Buenas tardes. Quel est votre nom? Pero. Je m'appelle Dmitro. On était en train de passer par là et on a décidé de voir les restos cubains simples. Je suis impressionné par ce cocktail très savoureux. Quel plat principal pouvez-vous recommander? Je veux un bon repas cubain solide. Essayez notre hamburger spécial. Mais hamburger est un plat américain, pas cubain. D'accord. Donnez-moi on y va. Il nous invite à voir comment on le fait. Fascinant. La cuisine de ce petit café en périphérie de la Havane n'est pas très propre pour le moment et ne passerait certainement pas l'inspection de notre collègue Olga Freimuth. C'est mortel. Pour qui? Pour moi, si je le mange. La cuisinière est sale. Il y a des vieilles casseroles, des mouches partout. Mais nous, les voyageurs d'aventure, sommes habitués à cela. Allez vite. Échangez-lui le moins. D'accord. Ma commande est prête juste dans 5 minutes. Oh mon Dieu! C'est quoi, jeune fille? Quelle dimension! Il fallait me prévenir. Ils disent qu'il y a un problème de nourriture à Cuba. On mange trop ici. Je vous jure, mes amis, je n'ai jamais vu un hamburger comme ça nulle part. C'est un pain français coupé en deux et c'est, laissez-moi regarder, feuilles de salade, super, jambon, fromage, fondu, 2 énormes côtelettes, cornichons. Goûtez-le. Je n'ouvrirai pas ma bouche comme ça. La côtelette est chic. Merci. Eh bien. Très bon. Et on a mis dessus de l'huile et du carvi. C'est du grand art culinaire cubain. Ouf. 15 minutes sont passées et je le mange encore. Je regarde vos prix et je peux dire que vos clients ne vivent pas avec un seul salaire comme on dit dans nos films. Parce que si votre salaire est 20 cux, vous ne pouvez pas manger un tel hamburger chaque jour. Cet hamburger est notre plat le plus cher. On le commande rarement. Mais nous avons la nourriture populaire moins chère. Par exemple, les bananes frites pour 5 pesos. C'est ainsi que l'entrepreneur commence à se développer peu à peu à Cuba. Sans la caméra, le propriétaire avoue qu'il est encore difficile d'avoir votre propre entreprise. Trop de temps et d'argent sont gaspillés pour obtenir des autorisations et la moitié du profit va à payer des salaires bien qu'ils paient un minimum. Et il n'y a pas beaucoup de clients. Cet endroit est pour un trop petit nombre de Cubains. Les clients de Perros sont soit les entrepreneurs comme lui ou ceux qui conduisent en taxi, les loueurs ou des voleurs. Mais ce sont surtout des enfants de ces gens. Pour eux, la visite dans un restaurant est le meilleur cadeau. Un Cubain simple n'achètera jamais un hamburger pour 2 $ en donnant une 10e part de son salaire. Mais comme tout le monde sur l'île de la Liberté, Perrault attend des changements et croit que Cuba va bientôt changer pour toujours.
Ensuite, cette voiture a été offerte à Fidel Castro par Brejnev. Nous l'avons trouvée et testée. Vous savez, étant donné la stature de Fidel, je pense qu'il a mis ses jambes ici parce qu'il était énorme. Les faits sont connus sur le leader cubain. Quand Fidel avait 14 ans, il a écrit une lettre au président des États-Unis de l'époque, Franklin Roosevelt. Et à la fin, les splendeurs et les misères du mariage cubain, ou le transport du cabriolet doré à la fête de la dure réalité cubaine. Un très vieux fromage piqué sur les pics apéritifs. Vous n'avez jamais vu ça. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Dans l'épisode précédent, on a déjà testé la flotte automobile cubaine unique. On a conduit un Pontiac luxueux des années 50. On s'est amusé dans un minibus de Linéa cubain, un Chevrolet rétro de classe affaires et on a fait un tour dans le transport le plus populaire, un bus fait des îles soviétiques par des artisans locaux. Maintenant, c'est le bus. Juste avant de quitter Cuba, nous avons trouvé une vraie exclusivité. Ici, c'est la voiture cubaine unique que nous avons trouvée. La limousine soviétique de luxe Chaika symbolise la plus haute caste à l'époque de l'URSS. Mais cette auto est unique parce que Fidel Castro en personne l'utilisait et qu'elle lui a été offerte par Brejnev. Je n'arrive pas à croire que j'ai de la chance de voyager dans la même voiture que Fidel. Ça me rend dingue. Je comprends. Dites-moi le secret. Comment peut-on acheter une voiture aussi chic, l'auto de Fidel? C'est impossible. Il appartient à l'État. Je l'ai loué seulement. En fait, la plaque d'immatriculation de cette automobile est nationale, pas privée. Aujourd'hui, Thomas sert les événements élitaires et prend les touristes riches. Il s'est présenté comme mécanicien automobile, mais se conduit plutôt comme un agent du KGB. Pour lui cacher qu'on est des journalistes, je lui ai dit que moi et le caméraman, on est amateurs d'auto et j'ai posé beaucoup de questions techniques. Il s'est avéré que la voiture est en parfait état. Même la peinture est toujours originale. Connaissez-vous l'histoire de ce cadeau à Fidel Castro? Il avait quelques Chaika. Fidel les aimait. Habituellement, les leaders de l'Union soviétique lui présentaient ces cadeaux. Ça aussi est un cadeau de la part de Brejnev. Seuls quelques-uns ont eu la chance d'obtenir des Chaika des autorités de l'URSS. Parmi ces chanceux sont les astronautes Yuri Gagarin et Valentina Tereshkova, l'écrivain Mikhail Cholokhov, la ballerine Galina Ulanova. Quel gros coffre! On peut y installer 4 gardes du corps, à tout hasard. On gardait une arme sérieuse ici. Quand j'ai pris cette voiture, j'ai même trouvé les vieilles balles ici. Fidel a survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, mais on dit que cette Chaika lui a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Comme on est près de la machinerie soviétique, je voudrais demander de vos souvenirs de partenariat étroit avec l'URSS. Le meilleur temps pour Cuba. On vivait dans l'abondance. Il est difficile de vivre sur Cuba aujourd'hui. On ne peut toujours pas s'en sortir. Cette époque vous manque? Soyons nostalgiques en auto. Pour ce temps, la Chaika était phrasée fantastiquement, laissant tous les autres cars soviétiques loin derrière. Verrouillage centralisé, fenêtres électriques. Et tout ça, c'était dans les années 60 et 70. Incroyable. Seuls les choisis avaient tout ça. Qu'avez-vous dans l'accoudoir? Vita stéréo. Un lecteur de cassettes. Chic. Et là, on gardait des armes. Ici, sur le siège avant, il y avait toujours un garde du corps. L'intérieur de la Chaika de Fidel reste intact. Les sièges sont recouverts de velours de couleur café Bordeaux. Le tissu reste le même depuis plus de 30 ans, mais il est toujours en très bon état. Je ne comprends pas pourquoi ces voitures ont besoin de sièges basculables. Ce n'est pas un minibus de Linéa, c'est une classe élitaire. En cas d'urgence, les gardes du corps pourraient s'asseoir ici, et Fidel était derrière. Étant donné la stature de Fidel, je pense qu'il mettait les pieds ici parce qu'il était immense. Oui, il était très grand. Sa taille était presque de 2 mètres, d'une belle carrure, mince, avec les yeux noirs et courageux. Fidel était toujours un Superman pour les Cubains. Nombreuses femmes en douce étaient folles de lui. On dit que c'était amoureux comme un coq et a changé plus de 100 amants dans sa vie. Et ceci, mes amis, est le récepteur radio original Audio-Technica. Tout est soviétique ici.
Et peut-être que la musique d'Alla Pugacheva a été jouée dans ce récepteur parce qu'une histoire célèbre est liée à son nom. En l'an 80 ans, elle a fait une tournée à Cuba. Les artistes soviétiques étaient toujours suivis par les agents du KGB et soudain Pugacheva s'est perdue. Les services de sécurité ne l'ont pas trouvée. Tout le monde était mobilisé. Puis des agents du KGB cubain ont contacté les collègues soviétiques pour qu'ils ne cherchent pas Alla Borisovna pendant 3 jours. Puis elle apparaîtra toute seule. Et elle est vraiment apparue en 3 jours. On dit que Fidel l'a invitée dans sa résidence, conquis par son talent. Elle a été son invitée pendant 3 jours. On dit que sous l'impression de ce voyage, elle a écrit une chanson « 3 jours heureux ». 3 jours heureux, j'ai eu alors. On dit en secret que Fidel et Alla avaient un roman. Beaucoup rêvent de prendre le volant de la voiture de Fidel. C'est une voiture de collection et elle coûte de 3 à 500 000 $ à Cuba. En fait, je n'ai jamais conduit un tel car. Eh bien, mes amis, je suis le chauffeur de Fidel. Cette voiture exclusive ne devait appartenir qu'aux hauts fonctionnaires, président, ministre. On les appelait vulgairement membres mobiles, parce qu'ils transportaient les membres du gouvernement et du parti. Et maintenant, je la conduis. Super! Le car est si grand qu'on sent à peine sa dimension. Cette voiture n'a jamais été en vente libre, étant une chimère pour chaque citoyen soviétique. Impressionnant. Puis, je voudrais m'asseoir sur le siège du président. Le nom donné de mouette Tchaïka n'est pas un hasard. Le fait est que les officiels soviétiques utilisaient les Volga, alors que cette voiture a été conçue pour être de luxe et de classe beaucoup plus supérieure. Et on a décidé que la mouette survolerait la Volga. Ils ne se sont pas trompés avec le nom. Le car était sans égal. Fidel Castro avait quelques Tchaïkas. Celui-ci lui a été offert par Brejnev, d'autres par Khrouchtchev. J'ai du mal à croire que je suis sur cette place où Fidel Castro, le fond d'Arsenal, le héros de l'Union soviétique et le président de Cuba résolvaient les problèmes nationaux. Quand Fidel avait 14 ans, il a écrit une lettre au président des États-Unis à l'époque, Franklin Roosevelt. Il l'a félicité de sa réélection et lui a demandé de lui envoyer un billet de 10 $. Je ne l'ai jamais vu, mais je veux vraiment le voir, a écrit Fidel et a signé comme votre ami. Maintenant, il est dans la liste des gens les plus riches sur la Terre. Le garde du corps personnel de Fidel dit que le leader ne montrait pas l'humilité qu'il déclarait. Ses montres, ses Rolex, ses whisky, ses Chivas Regal, tout ce qui était le meilleur et le plus cher, yachts, îles et la vie de luxe. Parmi tout ça, la Tchaïka était la seule chose que les gens simples pouvaient voir. Cette voiture attire toujours l'attention des gens. Les gens tournent la tête, regardent et prennent des photos. Et certaines mamies disent « Oh, c'est Fidel ». Ensuite, après un tour sur leur cabriolet doré, la réalité cubaine à la fête de mariage. Ces tasses en plastique contiennent une soi-disant salade froide. Ce sont les macarons avec un morceau de fromage mélangé avec de la mayonnaise. On revient après la petite pause publicitaire. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. On est aspergé d'eau de mer, Romain et Diana, n'est-ce pas? Felicidades! Félicitations, félicitations! Chers amis, on est à La Havane, à Cuba, et aujourd'hui on sera présent au mariage cubain. Félicitations! À l'exception des cabriolets rétro-luxueux, le mariage cubain ressemble le nôtre.
Le premier arrêt du cabriolet d'or est le palais des mariages. Les jeunes mariés prennent des photos, mais qui est le plus populaire? Les fiancés ou leur petit de famille, Henri et Adriana, le couple le plus romantique qui joue à la perfection les adultes, ça se discute à ce mariage. Henri embrasse doucement la joue d'Adriana. Les enfants se tiennent la main pour copier d'autres couples et jouer le mariage. Les fiancés et leurs invités entrent solennellement dans le palais à leur tour sur l'air de la marche nuptiale, enregistrer le mariage et ensuite, bien sûr, on va au restaurant. On va célébrer cet événement principal dans la vie du jeune couple cubain en toute famille dans ce grand cabriolet doré. Le voyage de noces à travers la ville est incroyable et rappelle le tournage de films. Même arrête à la station-service a l'air romantique, comme une partie du scénario. En vrai dire, je pensais qu'après cela, on serait en grande fête dans un beau restaurant, mais tout à coup, le conte a pris fin et la décoration a changé. On est arrivé au quartier dortoir en banlieue de La Havane et se sont replongés dans la réalité cubaine. On entre dans la zone louée où la célébration aura lieu. Pas de romantisme dans cette zone industrielle, près des hangars et le terrain de football. Une sorte de la piste de danse dans le camp des pionniers soviétiques au mieux. Seules les vieilles traditions aident à transformer une atmosphère ennuyeuse en fête. Les filles et les garçons se sont réunis pour attraper un bouquet. J'ai attrapé un bouquet et alors je dois trouver un fiancé. Est-ce que tu veux me marier? Toutes les amies envient la fiancée aujourd'hui. Ils se voient dans une voiture de luxe en robe blanche une fois aussi. C'était le moment le plus brillant. Après cela, la fête qui semblait être fantastique choque. Les mariages à Cuba sont généralement célébrés en austérité. Voici une fête dédiée au jour principal dans la vie de la nouvelle famille. Incroyable mais vrai, ce sont des gâteries de mariage. Ces tasses en plastique contiennent une soi-disant salade froide. Ce sont les macarons avec un morceau de fromage et de la mayonnaise. Ça, c'est le dessert. Et le plat principal sont ces sandwichs avec une sorte de pâte. On dirait des crevettes. Un très vieux fromage piqué sur des pics apéritifs et un jambon de conserve. Il est bon marché vendu dans chaque magasin. C'est dommage. Mais en réalité, c'est tout. Pas de spécialité culinaire. Le budget de la fête pour 50 personnes est près de $50. C'est la moitié du prix d'un billet touristique pour le cabaret Tropicana. Aujourd'hui, le bon salaire sur l'île est considéré comme $20 par mois. Beaucoup de gens en ont 12 ou 15. Vous ne pouvez donc rien attendre de plus. Sauf la nourriture, vous devez payer pour louer une tenue de mariage en car et cette zone sombre remplaçant un restaurant. Et acheter un gâteau. Le budget du mariage ne dépasse pas $250-300. D'habitude, toute la famille économise par les années quelques dollars par mois. Mais aujourd'hui est un cas très rare parce que le mariage n'est pas pauvre du tout. Le père de la mariée, l'ingénieur constructeur, lui, a couvert toutes les dépenses. Il avoue qu'il a dû économiser quelques années et seulement maintenant il peut respirer librement et boire du champagne cher. C'est mon tour maintenant de féliciter les nouveaux mariés. On appelle ça Vyshyvanka. Oh, merci. Et une Vyshyvanka féminine traditionnelle pour vous. Félicitations. On a des jeunes amis ici et ils mettront aussi les habits de fête. Très belle. Viens, chérie, c'est pour toi. Maintenant, tu es un vrai cosaque. Et c'est le cadeau pour le père de la fiancée. C'est un couteau Gutsul des Carpates. Mais nous avons une tradition, je ne peux pas vous offrir un couteau, je dois vous le vendre juste pour un centime, pour un demi-peso, sinon on se disputera. D'accord. Félicitations. Et le cadeau pour tous les gars.
C'est notre boisson traditionnelle. C'est une vodka ukrainienne, Horilka. Nous avons aussi une collation ukrainienne appelée salo, la drogue ukrainienne. Vous connaissez le salo? Non, mais je goûterai volontiers. Pour s'assurer que c'est sans poison, j'en prendre le premier. À votre santé. Je veux boire et manger aussi. Tout le monde a beaucoup aimé le lard et la Horilka. Personne ne l'avait goûté avant parce qu'ils ne boivent que du rhum. Il est très bon marché et compense très bien le manque de nourriture en fait. Pendant que le père de les mariés goûtait nos gâteries, les nouveaux mariés se sont déguisés. Ils sont heureux. Les Vishivanka sont le seul cadeau à la jeune famille aujourd'hui. Comment vous êtes-vous rencontrés? Chez un ami commun à son anniversaire. Qui a montré son intérêt le premier? Elle. Oui, c'est moi qui l'ai remarqué. Voilà les femmes cubaines. Je l'ai appelée et je lui ai proposé de faire un tour. C'est comme ça que ça a commencé. Et dans 3 mois, on a décidé de se marier. Notre jeunesse a une tendance d'aujourd'hui, avant de créer une famille, de trouver un bon travail, faire de l'argent, acheter un appartement ou obtenir assez d'argent pour le louer. Et à Cuba, c'est comment? On est encore les étudiants. On vivra chez les parents dans notre propre chambre. L'argent n'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour une famille? Notre amour. Allez danser. Il est obligatoire ici de se frotter des bassins. Quand il est devenu sombre, la mariée a habillé la robe très sexy et s'est mise à danser. La particularité du mariage cubain est que la mariée danse avec ses amis à part. Et tout près d'eux dansent fiancés dans sa compagnie. Parfois, ils ne se croisent même pas pendant le mariage. Au fait, les fiancés n'ont que 17 ans et ils se sont mariés avec l'autorisation des parents. Le simple mariage cubain est comme ça. On ne sert pas les délices ici et personne ne donne de l'argent aux nouveaux mariés dans des enveloppes. Les gens ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont. Leur sourire, leur bonne humeur et bien sûr des danses cubaines passionnées. Le mariage se termine traditionnellement avec le gâteau, bien sûr. Mes chers amis, notre épisode d'aujourd'hui est fini. On se verra dans une semaine comme d'habitude. Passez un bon week-end. À bientôt. Dans le prochain épisode de l'émission Le Monde à l'envers, on revient au Mexique et on transporte dans l'Europe du 19e siècle comme à la machine temporelle. Vous entendrez l'histoire unique des Ménonites, les descendants des Pays-Bas qui ont volontairement nié la civilisation. Nous n'avons pas la radio, la télévision, le téléphone, l'Internet. Je vais essayer de savoir ce que ça signifie de vivre selon leurs règles strictes. Comme un vrai Ménonite, on me propose de refuser une auto et d'utiliser un autre transport. Le maire de la ville Ménonite en personne nous préparera un plan national. Borsch. Borsch? On peut dire borsch. Dans un désert pas loin des Ménonites, je rencontrerai mon premier amour. Et pour finir, nous verrons un divertissement mexicain aventureux, expressif et dangereux, la charareda. On se voit dans une semaine. Ne ratez pas. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à toi.
Félicitations! Eh bah, il manque un cigare et la carte. Une chica? Une chica. Je ne peux pas le dire à la caméra. Peut-être que je manque une chica. Quand on voyage le 4e mois déjà, tu la manques. Le tracteur est dans le champ. On ne veut pas de guerre méchante. Chers amis, on a trouvé le fils naturel de Che Guevara à Cuba. Il s'appelle Alejandro Che Guevara et on lui prend l'interview. Bonjour Alejandro, on est poursuivi par KGB. Répondez vite à quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution? La patrie ou la mort? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? La patrie ou la mort? Votre avis sur le leader de Cuba? La patrie ou la mort? Une interview très productive avec le fils naturel de Che Guevara, on se sauve. Comme vous voyez, on a filmé l'interview avec Che Guevara au Mexique, puisqu'à Cuba, on serait fusillé pour ça. On salue le service spécial cubain ou le KGB. On s'est enfui loin de vous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.